Toulouse, le 21 février 2000. Quand j'ai une idée en tête, c'est parfois très difficile de me faire en changer. J'avais été inquiète de ne pas être tombée enceinte après 6 mois d'essai. Je peux t'assurer que ton père et moi ne lésignions pas sur les tentatives, surtout quand c'était ma période d'ovulation. Malheureusement, pas le moindre petit retard de règles. J'étais toujours parfaitement bien réglée. Cycle de 28 jours, règles durant 4 jours en moyenne. J'en avais discuté avec mon gynécologue, qui m'avait rassurée en me disant que nous étions jeunes et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter après seulement 6 mois. J'avais pris la pilule durant plusieurs années, mon corps avait peut-être besoin de temps pour récupérer, tout simplement. Elle avait conclu que nous ne commencerions à envisager des examens que s'il n'y avait aucune grossesse après 1 an. Je peux t'assurer qu'en sortant de son bureau, j'avais aussitôt pris le rendez-vous auprès de la secrétaire. Je n'avais tout de même pas osé prendre le rendez-vous pour le 14 février. Je l'avais donc pris pour la semaine suivante. Quand nous avions eu nos plannings du trimestre début janvier, j'avais fait ton père vérifier qu'il serait bien disponible pour le 21 février à 17h. Ce jour-là, j'étais planifiée pour travailler le matin, ce qui me donnait largement le temps de rentrer à la maison me poser avant la consultation. Le gynécologue trouvait que je me faisais trop de soucis, mais elle avait consenti à nous prescrire les premiers examens. Un spermogramme pour ton père, une prise de sang et une échographie pour moi. Quelques jours après, elle nous avait annoncé fièrement que tous les résultats étaient bons. Elle avait mis en avant que je me mettais trop de pression et que je devais apprendre à laisser la nature suivre son cours normalement. J'étais pourtant sortie de cette consultation n'étant pas totalement rassurée. Je suis incapable de l'expliquer, mais je ne trouvais pas normal de ne pas tomber enceinte du tout. J'en étais même à me dire que je pouvais concevoir une fausse couche. Au moins, cela voudrait dire que je pouvais quand même tomber enceinte. Tout ce que je voulais, c'était ne plus voir ces satanées menstruations arriver tous les mois. Toulouse, le 15 octobre 2004. Ce jour-là pourrait sembler concerner tout particulièrement ton frère. Mais étant donné que j'étais enceinte de toi, je me dis qu'il peut être utile que tu saches comment je me sentais. J'étais donc enceinte de 6 mois et demi, et je savais que j'attendais une petite fille. J'avais particulièrement prié ce jour-là pour que tu n'aies jamais à vivre cette douleur que je ressentais à ce moment-là. À cette époque, je n'avais toujours pas de nouvelles de tes grands-parents, ni maternelles, ni paternelles. Les nouvelles que j'avais de ton oncle relevaient des comptes rendus de mon avocat. Ton père, Tony et toi étiez mes seules raisons de vivre, ma seule famille. Après presque 2 ans, j'avais revu ton oncle pour la première fois depuis notre dernière nuit passée ensemble avant son départ le matin du 3 janvier 2003. L'ambiance était pire que glaciale. Je pense que j'aurais eu plus chaud en étant nue sur la banquise que face à Yves ce jour-là. Pour aller plus vite dans la procédure, il avait accepté un divorce par consentement mutuel. Il aurait très bien pu choisir un divorce pour faute, mais cela aurait pu nous prendre des années. Son seul désir étant de nous rayer de sa vie, Tony et moi, il avait opté pour le moyen le plus rapide. Je ne voulais rien lui soutirer, croyant que j'étais la seule responsable. J'avais donc accepté le montant proposé par son avocat pour la pension alimentaire. J'avais accepté la convention selon laquelle Yves aurait la garde de Tony un week-end sur 2 et durant la moitié des vacances scolaires. C'était la version officielle à servir au juge, car j'avais reçu une note de son avocat disant que ton oncle ne voulait plus voir son fils et que je devrais m'occuper de lui exclusivement. Si par malheur je n'étais pas d'accord avec ce point, Yves choisirait un divorce pour faute et ferait en sorte de récupérer la garde de Tony. J'avais été atterrée par sa menace, et je n'avais pas voulu courir de risque. J'avais donc accepté son marché.
Nous avions joué la comédie des époux respectueux devant le juge afin d'en finir immédiatement. Je suppose que notre performance a été bonne, puisque le juge a validé notre convention. J'ai longuement pleuré dans la voiture avant de trouver la force de rentrer à la maison. Ton père avait proposé de m'accompagner, car il supposait que ce serait une épreuve douloureuse. J'avais décliné sa proposition car je redoutais un scandale dans le cas où Yves l'aurait vu. Toulouse, le 21 mars 2020. Ça paye d'avoir ses habitudes avec son primeur et son boucher. Quand je suis arrivée, nos commandes étaient prêtes et j'ai pu passer à la caisse de suite. Tant mieux alors. J'ai pris ma douche et je me suis fait un lavage du nez au sérum physiologique. J'ai l'autorisation de m'approcher de toi ou pas? Arrête tes bêtises et viens par ici. Pierre se glisse doucement dans le lit et se dirige vers le ventre de son épouse. Coucou là-dedans, ici papa. Comment vas-tu, mon ange? J'espère que tout va bien pour toi. Par ici, tout est sous contrôle. Ton frère, ta sœur et moi veillons à ce que tout se passe bien pour vous et que maman soit sereine et heureuse. Caroline attire Pierre vers elle et l'embrasse tendrement. Tu sais que je t'aime? Ma réponse ne sera pas très originale. Pourquoi donc? Je veux bien croire que tu m'aimes. Si ce n'était pas le cas, il te faudrait envisager une thérapie. Carrément, tu ne manques vraiment pas d'air, toi. Ce n'est pas de la prétention et tu le sais. Je sais ce que je vaux, mais c'est aussi parce que je sais ce que tu vaux que je me donne les moyens de toujours être à la hauteur afin que tu n'aies pas envie d'aller voir ailleurs. J'aime ta façon de t'exprimer. Tu es un excellent diplomate. Tu as toujours le mot juste. Tu devrais peut-être envisager de te tourner vers la politique. Tu ferais des ravages avec ton charisme et tes belles paroles. Attention, ma chérie. À t'entendre, cela pourrait laisser croire que je suis un beau parleur. Je te présente mes excuses. Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Tu es quelqu'un de totalement cohérent et aligné. Tu penses ce que tu dis et tu fais ce que tu dis. Ah bon? J'estime que c'est par ses actes que l'on reconnaît un individu et non par ses talents d'orateur. Tout à fait d'accord avec toi, mon cœur. Tu te sens prêt à regarder la vidéo maintenant? Hier soir, tu disais être trop fatigué. Ok. Tu ne préfères pas qu'on s'installe devant la télévision? Ce serait plus confortable de visionner sur grand écran. D'accord. Celle que j'ai regardée hier ne durait pas longtemps. Et puis, je n'y avais pas pensé, pour être honnête. Je propose aux enfants également. Vu que tu présentes cela comme un puzzle à reconstituer, si nous sommes plusieurs dessus, ça devrait être plus facile. Je ne sais pas si j'arrive à y croire à ce truc. Isabelle est la première à intervenir aussitôt les 54 minutes écoulées. Tony et elle avaient rejoint le salon pour regarder la vidéo avec leurs parents. Pour quelle raison ce ne serait pas plausible, selon toi? Je me suis mal exprimée. Je trouve son discours relativement sensé mais un peu effrayant. Vous avez entendu l'exemple de la prison, non? Imaginez si demain je dois me retrouver dans une situation pareille. C'est terrible. Je comprends, mais moi, je choisis plutôt de retenir que c'est possible de se libérer du destin familial. Grâce à ton questionnement de la semaine dernière, je suis arrivée sur cette piste avec l'aide de Gabriel. Cela peut nous permettre de tout mettre à plat dès maintenant, au contraire. Tony, qu'en penses-tu? Je te trouve bien silencieux. Je me faisais la remarque que je voulais être infirmier comme mamie Victoire et maman. Je me demande si c'est vraiment mon choix ou alors si c'est lié à notre arbre généalogique. Ah, tu fais bien de le dire. J'ai vu une vidéo hier qui parle du métier d'infirmier, justement. Elle dure moins de 10 minutes. On la regarde ensemble? Ok.
Donc, si je comprends bien, il faudrait chercher des personnes avec des infirmités ou des handicaps parmi nos ancêtres? C'est ce que je comprends, en effet. Tu n'en as pas encore discuté avec mamie Victoire et papy Honoré? Gabriel doit les appeler pour essayer de les convaincre de l'intérêt d'accepter de coopérer. Quoi? Ils ne veulent toujours pas te parler? Moi, je les appelle pour leur demander. Je n'ai pas envie de faire de la prison, moi. Calme-toi, Isabelle. Personne ne t'a parlé de prison pour le moment. Mamie n'a pas encore vu cette vidéo. Nous venons à peine de la voir tous les quatre. Je fais confiance au pouvoir de persuasion de Tati Gabrielle, moi. Moi aussi. Elle m'a dit qu'elle les appellerait ce week-end. Donc je lui laisse jusqu'à lundi avant de la rappeler. Au vu de ce que tu as entendu, Tony, as-tu toujours autant envie d'être infirmier? Je dois dire que je me posais déjà beaucoup de questions ces derniers jours. Quand je regarde tout ce qui se passe actuellement avec l'épidémie, j'avoue que je ne suis plus vraiment emballée par l'idée. Certains copains pensent que cela fait partie des risques du métier. Moi, j'estime qu'il y a risque et risque. Je ne crois pas avoir jamais entendu parler de soldats en guerre avec des pistolets à eau. Alors, entendre dire que nous sommes en guerre, mais voir le personnel soignant sans masque adapté, sans tenue de protection, je me dis que je n'aurais pas signé pour travailler dans des conditions pareilles. Je veux bien soigner et aider les autres, mais pas au péril de ma vie et de celle de ma famille. En plus, l'hypothèse selon laquelle ce virus serait une arme bactériologique créée en laboratoire me semble parfaitement plausible. Alors dans ce cas, honnêtement, j'accepterais encore moins d'exposer ma vie pour tenter de réparer les dégâts causés par la folie de certains qui veulent jouer aux apprentis sorciers. Eh bien, je vois que tu as beaucoup réfléchi, en effet. As-tu déjà envisagé un plan de secours? Je suppose que tu n'es qu'au stade de la réflexion, mais sait-on jamais? J'avoue que je n'avais jamais imaginé pouvoir faire autre chose avant. Mais je réfléchis à de nouvelles pistes. Peut-être ma sœur kinésithérapeute comme papa, ou alors naturopathe comme toi, papou. Toujours dans le soin, en fait. Et pourquoi pas médecin? Tu as de bonnes notes. Il est trop tard pour cette année, mais tu pourrais faire une école préparatoire en attendant. Honnêtement, la médecine ne m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, il serait bon de chercher la signification pour ce métier aussi. Papa, papou et toi avez tous fait la fac de médecine. Caroline capte le regard de Pierre aussitôt. Tony venait effectivement de soulever un point intéressant. Je pense que mes parents ne devraient pas faire trop de difficultés pour répondre à des questions sur leurs ancêtres. J'aborderai la question avec eux un de ces jours. Autrement, j'ai une suggestion pour toi, mon grand. Que penses-tu de la kinésiologie ou alors la sophrologie? Ce pourrait être un pari intéressant de te tourner vers des branches qui ne sont pas encore trop exploitées pour le moment. Je pense que cette crise aidera peut-être les gens à réaliser l'importance de prendre soin de leur corps et de leur esprit sur le long terme, afin de se protéger contre d'éventuelles maladies. Les nutritionnistes, les coachs sportifs, les énergéticiens devraient prendre de l'essor au sortir de cette crise. Si jamais tu envisages finalement de rester parmi nous, on pourrait envisager un local plus grand. Nous pourrions monter une structure basée sur le bien-être global de l'individu. Ah oui, ça peut être une idée sympa. Et moi, dans tout ça? Tu es en seconde, ma chérie. Tu auras le temps de voir ce qui t'intéresse vraiment. Tony a déjà ciblé son domaine qui concerne le soin. Maintenant, je l'invite à revoir tout ce qui pourrait l'intéresser. Cela peut concerner la prise en charge physique ou psychologique. Je trouve que ton frère a de grandes capacités d'écoute et d'analyse. Il fait preuve d'une grande empathie, de beaucoup de douceur et de patience. Je pense qu'il fera un excellent thérapeute. Que de compliments pour lui. S'il te plaît, ma chérie,
Ne cherche surtout pas à te comparer à ton frère. Tu as d'immenses qualités, toi aussi, mais pas forcément les mêmes que les siennes. Toulouse, le 21 mars 2020. J'ai regardé les vidéos sur la psychogénéalogie et les métiers avec Pierre et les enfants. Tony suggère de chercher la signification du docteur en médecine, car son père a fait la première année une seule fois avant d'enchaîner sur ses études de masseur kinésithérapeute. Pierre et moi avons tenté le concours de médecine à 2 reprises avant de passer à autre chose. Louis et Madeleine sont tous les deux médecins. Un médecin a pour but de soigner ses patients et de les ramener sur la voie de la guérison si possible. Nos ancêtres auraient-ils manqué de soins à un moment? Ou alors auraient-ils entraîné la maladie de quelqu'un? Papa, quant à lui, était éboueur. C'est un métier en rapport avec des choses sales à éliminer afin de rétablir la propreté. Papa ou ses ancêtres auraient-ils vécu des choses dont ils voudraient se débarrasser? Des choses dont ils pourraient avoir eu honte? Cela ne me semble pas évident de savoir à quel moment je répète l'histoire, je répare ou je paye pour mes ancêtres. Je crois comprendre un peu mieux l'idée de casse-tête dont me parlait Gabriel. Toulouse, le 21 février 2001. J'avais pris ce rendez-vous aussitôt sorti du cabinet après les résultats d'examen. Mon gynécologue avait vraiment fait de son mieux pour nous rassurer. Nous étions jeunes et en parfaite santé, selon les documents qu'elle avait entre les mains. Elle m'avait dit qu'il serait bon que j'apprenne à me détendre et que je devrais faire du sport ou du yoga. Elle m'avait recommandé de chercher une activité qui me permettrait de m'épanouir suffisamment pour cesser de me focaliser sur mon désir de grossesse. Je l'avais entendu, mais je ne l'avais pas écouté. Ce n'était pas elle qui souffrait tous les mois de voir ses règles arriver. Elle était gentille, mais moi seule pouvais savoir ce que je ressentais. Même ton père ne sait pas combien de fois j'ai pleuré de désespoir. En sortant du bureau, je m'étais rapprochée de la secrétaire qui m'avait répondu qu'elle n'avait pas encore le planning de début 2001. Elle m'avait conseillé de rappeler à partir du mois de septembre. Je vais être honnête avec toi, j'ai appelé le 1er septembre. Elle avait probablement perçu mon angoisse, car elle a été adorable. Elle m'a répondu qu'elle ne l'avait toujours pas reçu, mais qu'elle se chargeait de m'appeler dès qu'elle l'aurait eu. Elle avait tenu sa parole, car quelques jours après, elle m'avait rappelé. J'avais choisi de garder la date du 21 février qui tombait une semaine après notre anniversaire de mariage. C'était un excellent moyen mnémotechnique pour retenir la date du rendez-vous. Cela dit, je pense que quelle que soit la date que l'on m'aurait proposée, je l'aurais parfaitement retenue. Ton père m'avait accompagné à la consultation. Il était présent à mes côtés, mais pour être honnête, je crois que je commençais à lui en vouloir un peu. Il avait l'air tellement détaché par ce qui se passait. J'étais par conséquent obligée de me cacher pour pleurer. Je me sentais dévastée par le fait de ne pas tomber enceinte, alors que ton père semblait le vivre très bien. J'avais pris le parti de ne pas l'ennuyer avec mes états d'âme. Peut-être est-ce de ma faute, finalement. Je réalise que c'est peut-être moi qui me suis éloignée de ton père en ne lui disant pas le fond de mes pensées. Peut-être aurait-il réagi différemment s'il avait réellement su à quel point je me sentais malheureuse et désespérée. Je dois reconnaître que vous écrire ce cahier me fait vraiment beaucoup de bien. Ce retour dans le passé me permet d'analyser mes comportements et prendre conscience de ma part de responsabilité. J'ai été déçue de découvrir que ton père m'avait trompée. Mais je réalise aujourd'hui que je n'étais plus la femme qu'il avait épousée. J'avais perdu ma spontanéité du début. Quasiment toutes les fois où nous faisions l'amour, c'était surtout pour moi dans l'optique de tomber enceinte. D'ailleurs, en dehors de ma période d'ovulation, le sexe ne m'intéressait plus vraiment. Je ne me refusais pas à lui, mais je m'en fichais un peu car je savais que ces rapports-là n'étaient pas productifs. J'avais zappé la notion de plaisir et de partage avec ton père. Ma seule obsession était de tomber enceinte. Je crois que ce jour-là,
Le gynécologue en avait eu marre de moi. Elle avait voulu me proposer d'autres examens à faire, mais je ne l'avais pas écoutée. Je lui avais martelé que cela faisait 2 longues années que nous essayions désespérément d'avoir un enfant. Je ne voulais plus entendre parler d'examen et m'entendre dire que mon stress était seul responsable de mes échecs. Je ne voulais plus rien entendre. Je voulais des solutions concrètes. Elle m'avait alors remis des plaquettes informatives sur la fécondation in vitro. Elle m'avait dit de prendre un rendez-vous dans 3 mois afin de faire le point. J'étais sortie satisfaite de cette consultation. Pour une fois, elle ne me renvoyait pas dans un an. Toulouse, le 18 décembre 2004. Ton père s'était rendu seul à l'aéroport pour récupérer Gabriel. Avec mon gros ventre, il m'était très difficile de me déplacer. Elle avait tenu à venir passer les fêtes avec nous pour être présente lors de ta naissance. Nous avions croisé les doigts pour que tu n'arrives pas avec autant d'avance que Tony. Comme je te l'ai dit, le gynécologue m'avait annoncé le 28 décembre comme date d'accouchement. Gabriel m'avait dit de te dire d'attendre son arrivée le 18 et que si tu souhaitais sortir dès qu'elle aurait posé sa valise à la maison, tu serais la bienvenue. Je t'avais transmis le message, auquel tu avais répondu par un joli coup de pied. Je m'avance peut-être. Pied ou coude, je ne sais pas, mais tu avais trouvé un moyen de te manifester. Tu avais visiblement bien reçu le message, car tu avais effectivement attendu son arrivée. Nous voulions prendre Tony dans notre chambre durant son séjour pour lui laisser cet espace. Elle avait dit qu'il ne fallait pas se tracasser pour si peu, et qu'elle dormirait tout simplement dans le canapé du salon. Le jour de Noël, c'était Pierre et elle qui s'étaient installés au fourneau. Elle nous avait apporté des pâtés confectionnés par sa grand-mère et aussi un jambon de chez nous. Sentir l'odeur émanant du four m'avait rendu un brin nostalgique. Je n'avais toujours pas de nouvelles de mes parents. J'avais demandé à Gabrielle si elle les voyait, mais elle m'avait répondu que non. Elle avait emménagé au Lamentin à son retour au pays, et elle rendait visite à sa famille les week-ends uniquement. Elle ne voyait plus nos fréquentations d'avant notre départ à Toulouse en 1991. Les années étaient passées et la plupart des liens s'étaient distendus et n'avaient plus de raison d'être. Durant le repas, nous avions évoqué le souvenir du 25 décembre 2002 lorsque j'avais révélé à Gabriel mes sentiments pour ton père. 2 années plus tard, nous étions sur le point d'accueillir notre premier enfant ensemble. Le 28 décembre, nous avions tous toqué à ta porte pour te dire que le jour était arrivé. Gabriel, Tony, ton papa et moi t'avions tous dit à quel point nous étions impatients de te serrer dans nos bras. J'ai eu l'occasion de dire que tu faisais déjà ta diva en refusant d'apparaître alors que ton public te réclamait. Avec les révélations de Mamie Victoire et tout ce que j'ai découvert depuis, je me demande si tu ne répétais pas le même scénario que moi finalement. Ton père et moi étions partis à la maternité avec ma valise. Le gynécologue m'avait fait les examens pour s'assurer que tout allait bien et il nous avait renvoyés à la maison en nous disant que le col était bien fermé. Il n'y avait aucun signe particulier, donc il nous avait demandé de revenir le 30 si entre-temps tu n'avais toujours pas daigné montrer le bout de ton nez. Nous avons fait des allers-retours à l'hôpital tous les 2 jours jusqu'au 5 janvier. À chaque fois, le monitoring était correct et il n'y avait aucun signe de souffrance ni de ton côté ni du mien. Néanmoins, le 3, nous avions décidé d'un commun accord avec le gynécologue de déclencher l'accouchement le 5 si tu ne te manifestais pas. Je commençais à m'inquiéter en dépit de tous les examens qui se montraient rassurants sur ton état de santé. Je ne voulais courir aucun risque et préférais avoir recours à une aide médicale plutôt que de laisser la nature continuer son travail. Les contractions ont commencé peu après l'injection d'ocytocine et tu as pointé le bout de ton joli petit nez à 18h43. Je n'avais pas vraiment envie que ton père assiste à l'accouchement. J'avais eu l'occasion de lire des articles qui évoquaient le sentiment de dégoût de certains époux après avoir assisté à la naissance de leur enfant.
Certains parlaient de l'odeur assez forte du sang, de la douleur de leur femme dont ils avaient le sentiment d'être en partie responsables. Certains avaient évoqué leurs problèmes de libido par la suite, et je n'avais pas envie de me retrouver dans une telle configuration avec ton père. J'avais enfin retrouvé une vie sexuelle épanouissante avec lui, et je ne voulais pas tout perdre cette fois encore. Il m'avait assuré qu'il voulait être à mes côtés, et qu'il voulait couper lui-même ton cordon ombilical. Il me semblait avoir parfaitement envisagé la situation, et je ne me voyais pas le priver de son désir. Tu étais son premier enfant, après tout. Je me rappelle encore de ses larmes quand il t'a prise dans ses bras. Toulouse, le 21 mars 2020. As-tu eu du nouveau concernant mamie et papy? Ou alors tati Gabi? Non, ma chérie. Je vais appeler tes grands-parents plus tard pour savoir s'ils vont bien. Mais à moins que maman évoque le sujet, je n'ai pas l'intention d'en parler. Mais pourquoi? Isabelle, ma chérie, j'ai fait remarquer à ta mère que tes grands-parents sont d'une autre génération que la nôtre. Tony et toi êtes encore une nouvelle génération. Ton frère me semble plus pondéré que toi, mais en général, ceux de votre génération, c'est tout et tout de suite. Toutefois, tu dois pouvoir comprendre que les anciens ne fonctionnent pas ainsi. Le meilleur moyen de rebuter quelqu'un est de vouloir le brusquer. Ce serait à coup sûr contre-productif, surtout avec Victoire et Honoré. Parfois, il faut savoir observer et voir à quel individu tu as affaire, afin de choisir la meilleure stratégie pour parvenir à tes fins. C'est un sage conseil, et je conclurai en disant que ton père m'a fait remarquer que je dois aussi pouvoir accepter leur refus. Nous disposons tous de notre libre arbitre. Tu peux désirer quelque chose, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce que tu souhaites si cela le dérange. En acceptant un refus, tu fais preuve de respect et de tolérance envers cette personne. Ce n'est pas comme si je réclamais la lune non plus. À tes yeux peut-être, mais tu n'es pas à leur place. J'ai lu un article sur les différentes générations dont tu parlais à l'instant, Papou. Elles ont des caractéristiques qui leur sont propres selon les sociologues. Selon ce que j'avais lu, il y a même 2 générations qui nous séparent de maman et toi. Ah oui? Je ne veux pas dire de bêtises, car j'ai lu il y a quelque temps déjà. Mais il me semble avoir retenu que vous êtes la génération X et Isabelle et moi serions Z. À mon époque, j'avais appris à l'école qu'une génération c'était environ 25 ans. Donc partant de ce principe, je ne vous aurais pas compté comme étant de ma génération puisque je vous ai eu à 29 et 32 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Tu avais 31 ans quand tu as accouché de moi et 28 ans pour Tony. Oui, c'est vrai. J'ai toujours tendance à changer mon âge dès le jour de l'an. Je ne fais pas comme les enfants qui comptent des demi. Tu devrais peut-être. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Je ne cesse de répéter à votre mère que l'âge importe peu en réalité. On peut très bien avoir 20 ans et être en mauvaise santé, contre en avoir 90 en excellentes conditions physiques. Il suffit de voir les centenaires de l'île d'Okinawa pour mieux comprendre ma réflexion. Tu parles d'Okinawa, mais je te rappelle qu'en Martinique, il y a de nombreux centenaires également. La grand-mère de Gabriel fêtera bientôt ses 98 ans et elle semble toujours bien vaillante pour son âge. Tu vois, tu as des exemples concrets à proximité, mais tu ne cesses de regarder les années au compteur. L'âge n'est qu'un nombre, ma chérie, ni plus ni moins. Cela fait des années que tu me le répètes, mais j'avoue que j'ai des difficultés à l'intégrer. Pour ce bébé, ça tombera bien. Tu viendras de fêter tes 47 ans, donc tu n'auras pas besoin de te vieillir davantage. Arrête, Isabelle. Essaie de ne pas lui rappeler son âge, s'il te plaît. Il faut peut-être qu'elle apprenne enfin à s'en détacher, non? Martinique, le 21 mars 2020. Coucou Caroline, comment vas-tu? Salut ma belle,
Je me porte à merveille et toi? Je suis contente de t'entendre me répondre ainsi. J'entends ton sourire dans ta voix. C'est contagieux, hein? J'entends le tien maintenant. Les deux amis éclatent de rire simultanément. Bien, je viens te faire mon rapport. Tu as appelé mes parents? Isabelle est tellement impatiente de savoir s'ils vont accepter de me parler de leur passé. Toute la famille est sur le coup à ce que j'entends. Oui, cet après-midi, nous avons visionné tous ensemble 2 vidéos sur la psychogénéalogie que j'ai trouvées. Oh mince, j'ai complètement oublié de t'envoyer les liens. Je suis vraiment désolée, Caroline. Ce n'est pas grave. J'ai eu la présence d'esprit de chercher moi-même comme une grande. C'est bien, je suis contente. Alors, tu te sens un peu plus familière avec le concept? Oui, je pense que je comprends et que cela me semble relativement logique. Néanmoins, je ne trouve pas forcément évident de savoir à quel moment je répare un traumatisme ou que je paye. Ah, tu as regardé celle qui prend l'exemple du passage en prison, toi. Oui, exactement. Je trouve ça terrible tout de même. C'est un point de vue. Si tu remets dans un contexte de jeu, cela semble tout de suite moins dramatique. Un jeu? La prison? Gabriel, il y a des fois où tu me laisses perplexe. Si je pars du principe que l'âme choisit sa famille avant de s'incarner, à ce moment, elle sait qu'elle aura la case prison à affronter. C'est juste que je crois qu'en cours de route, l'âme oublie ce qu'elle est venue expérimenter. Et par conséquent, certains passages de la vie semblent devenir des tragédies. J'ai du mal à comprendre ce que tu me dis. Prenons ton cas, par exemple. Je t'écoute. Tu as eu l'occasion de me dire que tu t'étais demandé si tes parents étaient heureux en couple. Oui, cela m'arrive encore de me poser la question. Imaginons que ton rôle était de ne surtout pas reproduire le schéma parental et de te marier dans le but de divorcer pour casser ce schéma destructeur. En remplissant cette mission, tu permettrais à Tony et Isabelle de savoir que pour être heureux, il faut savoir faire fi des conventions et savoir écouter son cœur. Ce que tu me décris s'apparente presque plus à un scénario qu'à un jeu. En effet, si tu veux, avant de naître, Dieu t'a donné ton script et t'a fait voir le film de ta vie en avant-première. Mais une fois poussé ton premier cri, tu as tout oublié. Et au lieu de prendre du plaisir à jouer ton rôle, tu t'es parfois senti désespéré par la tâche qui t'incombait. Caroline pousse un profond soupir. Bien des fois, elle se sent larguée par les propos de Gabriel. Ma chérie, j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs. Je te présente mes excuses. Tu viens juste d'attaquer la psychogénéalogie. On va rester sur ce sujet pour le moment. Mets dans un coin de ta tête tout ce que je viens de te dire et n'y pense plus. Lorsque le moment arrivera, tout s'éclaircira. Tu verras. Facile à dire pour toi. Caroline, cesse de te sous-estimer, tu veux? Hier, tu ne comprenais rien à mon discours alors qu'après seulement 2 vidéos, tu commences à piger le truc. Je reconnais que c'est de ma faute. Je n'aurais pas encore dû aborder cette étape avec toi. Mais je suis sûre qu'arrivera l'heure où tu seras prête à recevoir ces informations. Si tu le dis, revenons à tes parents. J'ai discuté un long moment avec ta mère. Je l'ai sentie très à l'écoute et attentive à mon discours. Je l'ai sentie particulièrement touchée quand j'ai abordé le sujet des fausses couches en évoquant le fait qu'il pouvait y avoir une mémoire de décès durant l'accouchement chez vos ancêtres. Elle ne t'a rien dit? Non, c'est pour cela que j'ai parlé au jeu. Je te transmets mon ressenti, mais ta mère ne m'a rien dit. Toutefois, aussitôt mon appel terminé, je lui ai envoyé plusieurs vidéos afin qu'elle approfondisse le sujet. J'avais oublié de te les transmettre, mais j'y ai pensé pour elle. Je te remercie, Gabriel. Merci de tout ce précieux temps que tu m'accordes. C'est tout à fait normal pour moi de vous aider.
C'est un véritable travail de libération que vous entreprenez actuellement. Alors si je peux porter ma pierre à l'édifice, j'en serai ravie. Je ne te remercierai jamais assez de tout ce que tu fais pour moi. Te savoir heureuse est ma plus belle récompense. Je te tiendrai informé de la suite des événements. J'ai déjà relevé quelques pistes à développer sur un cahier, mais j'attends d'en avoir un peu plus avant de te solliciter de nouveau. Ça marche, ma belle. Sur ces quelques mots, je t'embrasse et te dis à bientôt. Bonne fin de journée, Gabrielle. Merci encore pour tout. Bisous. Avec plaisir, Caroline. Bisous. Toulouse, le 21 mars 2020. Gabrielle a appelé maman aujourd'hui. Il lui a semblé que maman aurait réagi en entendant sa suggestion de chercher un décès lié à une grossesse. Y aurait-il un enfant mort-né dans notre famille ou une femme morte durant l'accouchement? Cela pourrait expliquer nos difficultés à maman et moi pour concevoir. Nous aurions enregistré ce traumatisme en nous. Mais comment faire pour briser la chaîne et libérer Isabelle de ce cycle? Isabelle m'avait fait remarquer qu'elle est née le 5 janvier, alors que j'ai emménagé chez Pierre le 4. En écrivant son cahier aujourd'hui, je me suis rendu compte que Pierre et moi avions rendez-vous le 3 janvier pour décider de notre avenir. Or, c'est à cette date que nous avons décidé avec le gynécologue de déclencher l'accouchement. Il semble donc que les premiers jours de janvier soient également des dates récurrentes dans ma vie. Isabelle était supposée naître le 28 décembre, et c'est à cette date que j'avais remis mes pieds dans une église pour demander à Dieu de m'aider à prendre une décision concernant mon avenir. C'était également la première fois que Tony se rendait dans une église. Je ne sais pas si je dois y voir un lien. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de spécial à y voir, mais je le note malgré tout. Le 21 février revient aussi à 2 reprises concernant mes rendez-vous avec le gynécologue. Mais j'avais a priori choisi cette date par commodité pour mieux m'en rappeler, car cela tombait 7 jours après la date anniversaire de mon mariage avec Yves. Pierre tend le petit cahier rose à son épouse, qu'elle range soigneusement dans son tiroir. Ton enquête a l'air de bien avancer. Tu trouves? Je n'ai pas cette impression. J'ai des indices, mais rien de concret à me mettre sous la dent. Tu te montres toujours aussi impatiente. Je te rappelle qu'il y a 2 jours, tu n'avais pas la moindre idée que tu aurais des pistes à explorer. C'est pour cette raison que je trouve encourageant qu'en si peu de temps tu aies repéré tant d'éléments. Caroline pousse un profond soupir. Pierre se répétait souvent à son sujet. Il lui montre une grande patience, avec une belle dose de persévérance en supplément. Elle se réfugie entre ses bras. Tu as raison. Je me suis améliorée au sujet des enfants, mais il y a encore trop de points sur lesquels je me montre trop impatiente. Je réalise qu'Isabelle me ressemble beaucoup de ce point de vue. J'espère qu'elle se corrigera vite, car avec les années, c'est moins évident de changer. Je crois que celui qui veut se donnera toujours les moyens pour arriver à atteindre son objectif. Cela demande de la discipline et de la rigueur, tout simplement. Pourquoi ne pas l'initier à la photographie? Cela lui permettrait de développer cette qualité à ton contact. Et pourquoi pas commencer par toi? Tu disposes de beaucoup de temps ces jours-ci. Tu pourrais profiter de tes balades dans le jardin pour t'exercer. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Je suis persuadée que par ton exemple, ce sera plus facile de permettre à notre fille de se remettre en question. D'ailleurs, elle te fait parfois la remarque que tu n'es pas l'exemple de ce que tu lui demandes de faire. C'est vrai, je dois reconnaître que cela m'agace de l'entendre dire parfois. Je suppose. Attends, ma chérie, j'arrive. Pierre sort du lit et laisse la chambre. Caroline réfléchit à toute vitesse. Elle ne sera pas surprise si elle le voit débarquer avec une nouvelle surprise. Il revient dans la pièce avec son sac de matériel photographique. Je me demande comment je n'y ai pas pensé plus tôt. De quoi parles-tu?
Je te propose de faire des photos de ton ventre toutes les semaines. Tu poseras de face et de profil et à la fin, je ferai un montage vidéo pour voir l'évolution durant les 9 mois. Ah oui, c'est une chouette idée. Tu ne préfères pas attendre demain matin pour démarrer les séances? Bien sûr, mon ange. La lumière naturelle me semble bien plus intéressante et de plus, on aura le repère de le faire tous les dimanches. Parle pour toi surtout. Je t'avoue que le fait d'être à la maison depuis quelques jours me fait perdre la notion du temps. Tous les jours se suivent et se ressemblent à quelques détails près. J'espère que tu savoures cette chance. Ce bébé est vraiment un privilégié. En quoi donc? Il ou elle arrive à un moment où tu disposes de tout ton temps pour prendre soin de vous deux. Tu travaillais à l'époque de Tony et Isabelle. Rappelle-toi le stress que cela générait. Là, tu es tranquille cette fois. C'est vrai, en effet. Coucou là-dedans. Comment vas-tu, mon ange? Ton papa a eu une idée de génie, tu sais. Je vais faire des photos du ventre de ta maman toutes les semaines. Tu auras déjà un premier book avant même ta naissance. Tu réalises? Bon, je n'ai rien inventé, hein. Je ne serai pas le premier à faire ainsi. Mais il est utile de savoir s'inspirer des bonnes idées des autres parfois. Toulouse, le 6 janvier 2005. Ton père avait passé la première nuit avec nous à l'hôpital. L'heure à laquelle tu étais né ne lui permettait pas de rentrer récupérer Gabriel et Tony pour nous rendre visite. C'était pratique qu'elle soit là pour s'occuper de ton frère. Dans le cas contraire, nous aurions passé notre première nuit toutes les deux seules. Ton père m'avait immédiatement épaulée en s'occupant de changer tes couches, tandis que je n'avais qu'à t'allaiter. Gabriel et ton frère avaient pu te serrer dans leurs bras cet après-midi-là. Elle avait plaisanté en demandant si j'étais sûre que tu n'avais pas été changée avec un autre bébé. Ton teint clair contrastait en effet avec ma peau couleur caramel. Tony, même en étant d'une carnation plus claire que la mienne, paraît métissé. Mais toi, quand on te regarde, on ne retrouve pas mes origines antillaises de façon flagrante. Gabriel avait proposé à ton père de rester avec nous pour notre deuxième nuit également. Cela ne la dérangeait pas de garder Tony. Ton frère était déjà un grand bonhomme qui dormait toute la nuit, donc cela lui coûtait peu d'efforts, en effet. Le lendemain matin, ton père m'avait montré ta couche. Tes selles étaient très claires et ta peau semblait jaunâtre. J'ai compris que tu faisais un ictère. Le médecin a proposé de te faire des séances de photothérapie, ce qui a allongé la durée de notre hospitalisation. Étant donné que j'étais infirmière, nous avions eu un traitement de faveur et ton père avait pu rester dormir avec nous une nuit supplémentaire. Le samedi matin, il était parti très tôt pour récupérer Gabriel qui prenait l'avion le midi. Tout le personnel était aux petits soins et il l'avait autorisé à venir en dehors des heures de visite pour pouvoir nous dire au revoir. Elle ne pouvait malheureusement pas modifier son billet car elle commençait à la clinique 2 jours après. Après son départ, nous avons été contraintes de rester toutes les deux, ton papa n'ayant plus de recours pour garder Tony. Nous étions rentrés à la maison le 12 janvier. Tu as passé tes premiers mois dans un berceau à côté de notre lit en attendant notre déménagement. Toulouse, le 21 mai 2001. À l'époque, j'étais trop impatiente pour modifier quoi que ce soit. Je le suis encore aujourd'hui, je le reconnais, mais j'essaie de m'améliorer autant que possible. Le gynécologue avait proposé 3 mois de réflexion, donc j'avais pris mon rendez-vous auprès de la secrétaire immédiatement. Ton père et moi étions toujours très assidus pour faire l'amour durant ma période d'ovulation. Mais mes règles étaient toujours fidèles au poste. Nous avions lu attentivement les documents expliquant la procédure pour une fécondation in vitro. Ton père trouvait cela contraignant et n'avait pas envie de devoir se masturber une nouvelle fois dans une pièce pour remplir son pot de prélèvement. Je lui avais fait remarquer que ce serait un moindre mal comparé aux injections que je devrais me faire pendant plusieurs jours.
C'était le prix à payer pour que l'on soit enfin parents. Nous nous étions rendus tous les deux à la consultation. Le gynécologue n'était pas surpris que je sois partante pour cette lourde procédure. Elle m'avait quand même averti que ses confrères n'accepteraient pas de me prendre en charge sans avoir validé les examens que je n'avais pas voulu faire les mois précédents. Elle m'avait avoué qu'elle avait cédé, espérant que je tombe enceinte naturellement devant son coup de poker. Elle avait des patients qui, juste avant le démarrage de la procédure, avaient réussi à concevoir sans l'aide médicale. Elle savait que le stress pouvait être un facteur déterminant et elle avait espéré que la barrière sauterait dans notre cas. À ce moment précis, elle ne pouvait pas encore savoir que nous gonflerions ces statistiques. Toulouse, le 22 mars 2020. Maman m'a appelé ce matin après son café. Elle a visionné la même vidéo que nous hier. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que ce genre d'histoire familiale pouvait avoir un tel impact sur la descendance. Maman était enfant unique, comme moi-même. Mais sa maman, mamie Mathilde, avait eu l'occasion de lui dire quand elle était enfant que c'était un choix délibéré de sa part. J'ai eu le temps de connaître mamie. Elle est morte quand j'étais enfant, 9 ou 10 ans, je ne sais plus trop. Mamie était la dernière d'une fratrie de 4 ou 5 enfants. Maman ne se rappelle plus très bien car elle n'a pas connu ses oncles et tantes. Mon arrière-grand-mère serait morte quelques semaines après la naissance de mamie Mathilde. Elle aurait alors dit à maman qu'elle avait grandi avec le sentiment d'être coupable de la mort de sa mère. Elle s'était alors jurée de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfants. Elle avait finalement rencontré mon grand-père et en était tombée amoureuse. Elle lui avait annoncé avant même leur mariage qu'il était hors de question pour elle de fonder une grande famille. Il avait apparemment compris sa douleur et avait accepté un compromis. Un enfant unique, garçon ou fille, et ce serait tout. C'est finalement Victoire qui était arrivée. Il semblerait que c'était l'histoire liée à son prénom. Pour eux, c'était une victoire d'avoir eu cet enfant. Maman m'a dit qu'elle avait choisi de me cacher toutes ces histoires, persuadée qu'elle m'épargnait les souffrances qu'elle avait vécues. Elle m'a avoué qu'elle avait effectivement eu peur à chacune de ses grossesses. Son entourage, à l'époque, avait coutume de dire que lors d'une grossesse, la maman, tout comme le bébé, avait chacun un pied dans la tombe. Le but étant de ne pas y mettre le deuxième pied. Elle pensait que ne rien savoir me préserverait de l'angoisse qu'elle avait connue. Selon maman, papa n'aurait rien de spécial à raconter. Il avait été orphelin très jeune et avait été recueilli par son oncle paternel. C'étaient les seules informations dont elle avait eu connaissance, mon père n'étant pas un grand bavard. Elle n'avait pas cherché à en savoir plus pour ne pas le blesser et le forcer à revivre des moments douloureux. Je crois pourtant que j'aimerais connaître les circonstances de leur mort et leur âge. Reste à savoir s'il acceptera un jour de me dévoiler tous ces détails. Aujourd'hui, j'ai pris mon premier cours de photographie avec Pierre. Pour le moment, il me suggère de faire des photos uniquement en mode automatique. Je dois avant toute chose apprendre à choisir un sujet et cadrer la photo. Tu penses que je devrais déjà parler aux enfants de ce que m'a appris maman ce matin? Pour quelle raison voudrais-tu attendre? La réaction d'Isabelle m'inquiète un peu. J'aurais aimé savoir comment faire pour empêcher la répétition du schéma ancestral avant de lui annoncer. Pour le moment, le scénario ne s'est pas reproduit à l'identique. Par contre, tu as eu des fausses couches alors que ta mère pensait t'épargner en te cachant la vérité. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu leur en parles, quitte à leur dire que tu appelleras pour une consultation avec un thérapeute quand le confinement sera levé. De toutes les façons, Isabelle a 15 ans. Ça m'étonnerait que son projet bébé soit déjà en route. Très drôle. Toulouse, le 7 juin 2001. En écrivant ces mots,
Je réalise à quel point parfois je suis championne pour me voiler la face. Habituellement, mes règles arrivaient le matin. Or, ce jour-là, je travaillais d'après-midi et n'ayant vu aucune trace, j'étais partie avec une serviette hygiénique dans ma culotte. J'avais pris les devants, car quand je travaillais aux urgences, je ne pouvais jamais être sûre que j'aurais le temps de prendre une pause. Je n'avais pas envie de m'afficher bêtement avec ma blouse pleine de sang. Mon passage aux toilettes avant de quitter les vestiaires m'avait permis de réaliser qu'il n'y avait toujours pas la moindre trace de sang dans ma culotte. À mon retour, j'en avais parlé à ton père, qui s'était aussitôt enthousiasmé. Le retard que nous espérions depuis toutes ces années était enfin arrivé. Il avait été prêt à s'habiller et aller à la pharmacie de garde acheter un test. Je l'en avais dissuadé. Si j'étais véritablement enceinte, un jour de plus ou de moins ne changerait rien au résultat. Il avait eu l'air surpris par ma réaction, mais il n'avait pas insisté. Le lendemain matin, à mon réveil, il n'y avait toujours aucune trace. Je réalise maintenant à quel point mon attitude était étrange. Alors que tous les mois j'étais désespérée en voyant ces satanées traces de sang, cette fois, j'étais limite étonnée de ne pas les voir. La vidéo que nous avons vue m'aide aussi à voir un peu plus clair dans mon attitude. Je trouve ça fou quand même. C'est bluffant. Je m'étais rendue à la pharmacie la plus proche, où j'avais acheté 2 boîtes de tests de grossesse. Malgré les préconisations qui demandent de réaliser le test sur les premières urines du matin, je l'avais fait dans la matinée, sur mon 2e pipi du jour. Imagine ma surprise quand j'ai vu le trait se dessiner. Je crois que je n'arrivais pas à y croire. Toulouse, le 21 juin 2005. Ce jour-là, nous étions, ton père et moi, dans les locaux de l'agence immobilière afin de signer le compromis de vente de la maison. Nous avions réussi à trouver rapidement cette superbe maison grâce à l'une des clientes de ton père. Sa voisine étant âgée et délaissée par ses enfants, elle avait décidé de vendre et de s'installer en maison de retraite. Elle ne voulait pas laisser sa maison en héritage, car elle ne voyait plus personne. Je m'étais fait la remarque que nous avions sa version de l'histoire, mais je me disais que si des enfants abandonnaient leur mère à son sort, elle n'était probablement pas toute blanche dans l'affaire. Néanmoins, nous faisions une véritable affaire, car le prix était plus bas que le marché. Je m'étais dit que c'était le destin, car il n'avait même pas eu le temps d'être publié dans les annonces. Tout s'est ensuite passé très vite, car nous y étions déjà installés pour les fêtes de fin d'année. Tu avais enfin ta chambre. Je dois reconnaître que faire l'amour avec son bébé dormant à côté, ce n'était pas confortable pour ton père et moi. Ça peut peut-être expliquer le malaise que tu éprouves à parler de sexe. C'est marrant, tiens. Je trouve que c'est vraiment une bonne piste pour expliquer ton comportement. Toulouse, le 11 juin 2001. En sortant du travail, j'avais carrément débarqué dans le cabinet de mon gynécologue. La secrétaire avait été étonnée de me voir arriver et je lui avais expliqué que c'était une urgence car j'étais enceinte. Elle avait eu l'air ravie pour moi. Elle m'avait demandé de patienter. Elle ferait de son mieux pour que je passe entre 2 patientes. J'avais utilisé le 2e test en quittant la garde, le lendemain matin du premier qui s'était révélé positif. Je m'étais enfermée dans les toilettes des vestiaires pour le faire. Mes urines n'auraient pas pu être plus concentrées que ça. J'avais passé la nuit à courir d'un box à l'autre et je n'avais pas eu le temps de faire pipi de toute la soirée. Pour la 2e fois en moins de 24 heures, j'avais vu se dessiner le petit trait m'annonçant que j'étais enceinte. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Ton père ne savait plus trop comment réagir devant mon attitude. Je n'arrivais pas encore à être heureuse. J'avais besoin d'entendre le médecin me le dire. Je voulais une preuve. Je ne voulais pas me réjouir inutilement. Mon gynécologue avait accepté de me recevoir 5 minutes à peine. Elle aussi semblait ravie pour moi. Elle m'avait resservi le refrain du stress. J'avais alors eu envie de la baffer.
Je ne peux même pas mettre mon envie sur le dos des hormones. J'en avais juste marre de l'entendre me dire que si je n'étais pas tombée enceinte jusque-là, c'était de ma faute à cause de mon stress. Avec tout ce que j'ai appris ces derniers jours, je réalise que c'était des mécanismes bien plus complexes que cela. Ne devrait-on pas former les médecins pour qu'ils envisagent les problèmes de leurs patients sous cet angle? Bref, elle m'avait remis une ordonnance pour un dosage hormonal à faire au laboratoire. Elle m'avait aussi rappelé de décommander les rendez-vous que j'avais pris pour les examens complémentaires de diagnostic de stérilité. J'avais vraiment eu envie de lui sauter dessus. Je te jure, comme si j'étais une gamine irresponsable. C'est pourtant moi qui étais jusque-là super organisée pour planifier mes consultations. Elle n'allait tout de même pas m'apprendre ce que je devais faire. Je me sentais déchaînée. Drôle de mot, tiens. Déchaînée. Mes chaînes étaient tombées en fait. Je suis vraiment contente d'écrire ces cahiers. Je prends conscience de plein de choses en les écrivant. Toulouse, le 5 janvier 2006. Tu pourras revoir tes photos dans ton album. Heureusement qu'il y avait le retardateur sur les appareils. Sinon, nous aurions rarement eu des photos de nous quatre. Je te revois avec ta jolie petite robe blanche smokée. Je t'avais coiffée avec les rubans en madras confectionnés par mamie Irène, la grand-mère de Gabriel. Tu ressemblais à une jolie poupée. Tu as été plus précoce que ton frère, car tu as dit tes premiers mots à 6 mois. Tes premiers pas seuls, tu les avais faits à 9 mois dans le salon de l'ancien appartement de ton père. Tout est noté dans ton album souvenir, avec les dates. Ton père m'a demandé de l'épouser après que tu aies soufflé ta bougie. Enfin, après que nous t'ayons aidé à souffler serait plus juste. Il avait ce regard que j'aime tant. J'ai dit oui sans la moindre hésitation. Tout ce que nous avions entrepris était déjà la preuve de notre engagement l'un envers l'autre. Mon départ de chez ton oncle, ta naissance, l'achat de la maison, nous avions investi ensemble dans la durée. Nous marier relevait d'une évidence, la simple suite logique aux événements. J'avais eu l'occasion d'entendre des gens dire au sujet du mariage qu'il y a des bêtises que l'on ne devrait faire qu'une seule fois. Je ne considère pas mon premier mariage comme une bêtise, ni non plus comme une erreur. J'aimais ton oncle lorsque je me suis mariée avec lui. La vie, et je réalise que mon comportement aussi, ont fait que notre relation s'était dégradée avec le temps. Mais en aucune façon je ne pourrais dire que mon mariage était une erreur. Par contre, j'ai fait en sorte de tirer les leçons de mon passé afin de voir ce que je pouvais améliorer cette fois. Comme tu as pu le constater, ton père et moi communiquons beaucoup, aussi bien tous les deux qu'avec Tony et toi. Je crois que savoir se parler et s'écouter est la base d'une relation saine. L'amour étant un autre pilier indéniable de toutes les façons. J'avais aussitôt averti Gabrielle pour lui demander si elle acceptait d'être mon témoin. Inutile de dire qu'elle était heureuse pour moi et avait accepté l'honneur que je lui faisais pour la seconde fois. Il était déjà prévu qu'elle vienne en vacances à la fin du mois d'avril. Ton père et moi avions regardé le calendrier pour trouver une date durant son séjour. Elle arrivait le 30 avril et repartait le 14 mai. Nous nous étions mis d'accord pour le samedi 6 mai. Je trouvais que la date 6, 5, 6 était sympa. N'ayant toujours pas de contact avec les siens, ton père a fait appel à Stéphane pour lui servir de témoin. Cela dit, je pense que cela aurait été bizarre si Yves nous avait servi de témoin. Nous avions fait dans la simplicité, davantage encore que lors de mon premier mariage. Après le passage en mairie, nous étions allés pique-niquer au jardin des plantes. Ton frère et toi pouviez vous amuser tranquillement. Il faisait beau, la vie était belle. Bientôt 14 années que je suis mariée avec ton père, et je l'aime toujours autant. Autant, plus. Je crois que je vais me contenter de dire que j'aime ton père.
Je crois que ce n'est réellement pas une chose aisée de quantifier l'amour finalement. L'amour est, tout simplement. Je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais te raconter, ma chérie. Te concernant, tu pourras trouver ton carnet de santé et tes albums photos pour compléter tes souvenirs d'enfance. Ah, petit détail auquel je pense à l'instant. Dès l'âge de 6 ans, ton frère avait découvert le poteau rose pour le Père Noël. Ton père et moi lui avions expliqué que la magie de Noël devait exister pour tous les enfants. Nous lui avions demandé de garder le secret pour te préserver. Et il a tenu promesse, jusqu'à ce que ce soit tes copains de classe qui vendent la mèche quand tu avais 10 ans. Je pense pouvoir dire que ton frère t'aime vraiment et qu'il fera toujours son possible pour te protéger. Je pense que la réciproque est également vraie. Je suis heureuse de vous voir grandir ensemble, car je vois l'amour que vous vous portez mutuellement. J'aimerais que vous nourrissiez ce lien tout au long de votre vie, quoi qu'il puisse se passer. La famille est sacrée. J'espère que malgré la différence d'âge, vous saurez créer une place pour votre petit frère ou petite sœur. Cependant, je dois dire que votre réaction pour le moment me laisse croire que tout ira pour le mieux. Je te remercie pour ce voyage dans mes souvenirs, mon ange. Je t'aime et j'espère de tout cœur pouvoir être là, à tes côtés, le plus longtemps possible. Te voir grandir, évoluer, fonder ta famille. Bref, je m'égare. Je t'aime, mon ange. Merci d'exister. Toulouse, le 22 mars 2020. Tiens, mon chéri, je pense en avoir terminé avec le cahier d'Isabelle. Déjà? Tu écris vite, dis donc. Je vais activer sur celui de Tony, car j'aimerais les leur remettre en même temps. Tu es à quel niveau? J'en suis à la découverte de ma grossesse. Ça devrait aller vite maintenant que tu n'as qu'un seul cahier à faire. J'espère. Si tu vois quelque chose à rajouter, je suis toute oui. Ah, tu vois que ça peut être utile que je lise également. Tu voulais m'en empêcher. Je n'ai jamais dit ça. J'ai seulement dit que je préférais que tu aies l'accord des enfants au préalable. Je trouvais plus correct de leur demander leur avis. C'est comme si demain je me décide à tenir un journal intime et que l'un de vous décide de le lire. Ce n'est pas du tout la même chose, selon moi. L'essentiel est que tu as eu leur consentement. Je refuse que tu me fasses passer pour ce que je ne suis pas. Tu sais très bien que je n'ai rien à te cacher. Madame hausse le ton? Que se passe-t-il? Tu voudrais me corriger pour n'avoir pas utilisé la bonne formule? N'essaie pas de me tenter. Vas-y, chérie, corrige-moi. Caroline se retient de rire. Pierre avait presque murmuré les derniers mots. Elle le connaît suffisamment pour savoir exactement où il veut en venir. Son regard brille toujours d'une lueur spéciale quand il a envie de lui faire l'amour. Dépose le cahier sur ta table, s'il te plaît. Je me sentirais gênée de remettre à notre fille un cahier sur lequel on aurait fait des cochonneries. Des cochonneries, tu dis? Montre-moi de quoi tu parles, s'il te plaît. Je ne promets pas d'être sage. Toulouse, le 16 septembre 2001. Il y a des dates qui sont vraiment faciles à resituer pour moi car elles sont liées à l'actualité. J'ai annoncé à tes grands-parents ma grossesse le dimanche qui suivait le triste mardi 11 septembre 2001. J'avais vu les terribles images à la télévision. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il se passait. J'avais le sentiment que cet attentat allait nous conduire inexorablement à une troisième guerre mondiale. Je dois avouer que j'en avais eu extrêmement peur. Heureusement, ton père et moi étions tous les deux en congé, et sa présence constante me réconfortait. Nous avions profité du déjeuner chez Louis et Madeleine pour leur annoncer la nouvelle, y compris à Papou qui était présent. Ils étaient tous heureux pour nous. Ils savaient mon inquiétude au sujet de la maternité,
et était d'autant plus confiant que le cap délicat des 3 premiers mois était derrière nous. La seule personne que j'avais mise dans la confidence dès les résultats de ma prise de sang était Gabrielle. Je savais que j'aurais pu compter sur elle si par malheur... Heureusement, tu t'es solidement accroché et tu es parmi nous aujourd'hui. Ce jour-là, nous avions appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle également. Pas de jalousie possible. Tout le monde avait eu l'information le même jour. Un autre terrible événement a eu lieu durant ta grossesse. L'incendie de l'usine AZF le 21 septembre. 10 jours à peine après les tours jumelles de New York. Nous étions en Grèce. Dieu soit loué. Nous étions partis le lendemain de l'annonce aux grands-parents pour une semaine. Je dois reconnaître que j'avais voulu annuler après le détournement des avions du 11 septembre. C'est ton père qui m'avait raisonné. Nous avions posé nos vacances pour ça et tout était déjà payé. Heureusement, finalement. Selon les dires, la détonation avait été entendue à des kilomètres à la ronde. Il y aurait même eu un séisme. Papou avait eu un afflux de clients après ce drame. Certaines personnes souffraient de dépression et d'insomnie. Je dois reconnaître que j'ai eu énormément de chance sur ce coup. Si je n'avais pas été en congé, j'étais censée travailler l'après-midi du drame. J'aurais donc eu à gérer l'afflux de blessés aux urgences. Bonjour le stress. Et si j'avais annulé notre séjour, j'aurais vécu la situation de beaucoup plus près que la Grèce. Toulouse, le 22 mars 2020. J'ai le droit de faire des remarques. Bien sûr. Moi, je crois que je te regarde tout le temps de la même façon. Je n'ai pas de regard spécial. Mes yeux traduisent toujours l'amour que j'ai pour toi. Toujours, tout le temps. D'accord, mon chéri, mais je pense voir mieux ton regard que toi. Très juste, en effet. Donc j'aurais un regard spécial qui traduirait davantage mon amour pour toi. C'est mon impression. Je trouve également que tu as une étincelle particulière quand tu désires faire l'amour. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert alors. Probablement. Heureusement que je n'ai rien à cacher alors. Ce serait la merde sinon. Je ne te le fais pas dire. Revenons à ma critique littéraire. Je trouve cela bien écrit et agréable à lire. Je constate que tu navigues entre les souvenirs et les leçons tirées de tes expériences. Oui, ce n'est vraiment pas ainsi que j'envisageais de faire, mais j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis laissé porter. Le plus important est qu'elle ait des repères concernant son histoire. Tu arrives même à décoder certains comportements de notre fille. Je trouve cela génial. Tu sembles avoir le truc qui te permet de faire les liens. Tu trouves? C'est vrai que par moments, lorsque j'écris, il y a des choses qui s'imposent à moi, comme si c'était évident. C'est ton intuition, probablement. Cela dit, je trouve que tu pourrais rajouter un détail qui me semble important. Lequel? Son prénom. C'est une jolie histoire qui se cache derrière notre choix. Ah oui, c'est vrai. Merci de m'y avoir fait penser, mon chéri. Je vous en prie, chère dame. Quelle date dois-je noter? Le jour de sa naissance ou le jour de mon emménagement? Pour être juste, j'aurais mis le lendemain de ton arrivée à la maison. C'est le matin où tu as découvert le livre. C'est fou! Ça nous ramène au 5 janvier 2003. 2 ans avant sa naissance. C'est vrai que c'est intriguant. Toulouse, le 5 janvier 2003. Je rajoute un détail auquel ton père m'a fait penser. Le lendemain de mon installation chez lui, j'avais voulu commencer à ranger mes affaires et celles de ton frère. J'avais pris l'essentiel et j'avais laissé un peu à contre-cœur mes livres chez ton oncle. Certains m'avaient accompagné depuis la Martinique, mais je ne pouvais pas tout prendre avec moi. Je ne voulais pas encombrer l'appartement de ton père avec mes effets. À la dernière minute, j'avais tout de même décidé d'emporter un livre.
mon préféré. Je te laisse imaginer ma surprise lorsque ce matin-là, en voulant ranger mon livre dans la bibliothèque de ton père, j'avais trouvé un exemplaire similaire au mien. Il m'avait alors révélé que c'était également son livre favori. Il avait donc été évident pour nous deux que si nous avions un jour une fille, elle se prénommerait Isabelle, en souvenir de cet heureux hasard. Ton deuxième prénom, Clara, est aussi lié au fait que nous avions tous les deux choisi ce prénom si un jour nous avions une fille, et ce, bien avant de nous connaître. Nous avons longuement hésité à savoir dans quel ordre te nommer, mais le jour de l'accouchement, l'ordre est venu spontanément. Isabelle Clara Dufour. Toulouse, le 22 mars 2020. Je me demande si je ne devrais pas revoir ma conception du hasard. Je te jure, Gabrielle me l'a dit. Pour elle, le hasard et les coïncidences n'existent pas. Oui, mais cela voudrait dire que tout est écrit d'avance. J'ai quand même du mal à accepter cette idée. Tu imagines? C'est comme si nous savions déjà que nous devions être ensemble un jour. Et nous aurions gardé quelques détails pour nous en rappeler le moment venu. Pourquoi pas? Comme les pièces du puzzle qui s'emboîtent enfin à leur place. J'aime bien cette notion de puzzle finalement. Quand tu y joues, des fois tu trouves certains emboîtements de suite. Et parfois, tu dois y aller à tâtons avant de te rendre compte que les deux pièces ne sont pas faites pour s'emboîter. Je comprends l'idée, mais tu réalises un peu toutes les souffrances, les tristesses, les déceptions avant de trouver la bonne place pour la bonne pièce? C'est peut-être là que Gabrielle a raison. Si tu sais dès le départ qu'il s'agit d'un jeu, plus rien ne paraîtra comme une tragédie. Tu te diras que la pièce n'est pas à sa place, et hop, tu fais une autre tentative. C'est une façon de voir les choses, en effet. Dans tous les cas, la récompense est magnifique quand enfin tu arrives à le finir, ton puzzle. Tu parles d'un vrai puzzle, mais la vraie vie, tu penses qu'on arrive un jour à terminer? L'essentiel est peut-être d'apprendre à jouer le cœur léger, avec l'espoir de se trouver réellement à sa place, ou même de savoir profiter de la place dans laquelle on est, le temps durant lequel on y est. Je te trouve très philosophe sur ce coup. Tu devrais peut-être écrire cette phrase à la fin de ton cahier rose. Elle te servira peut-être un jour comme support pour écrire un roman. Ou alors je pourrais la placer en début de livre. Comment appelle-t-on ces citations? Je n'en sais rien, mon cœur. Tu me prends pour qui? Je suis un homme érudit, mais je ne sais pas tout sur tout. Je vais chercher sur Internet. Tiens, je réalise qu'il suffit de demander pour avoir la réponse. Voilà, une épigraphe. Je te remercie, ma chérie. Je me coucherai moins bête ce soir. Ou plus érudit.